Bien, bonjour à toutes et à tous. Mes chers concitoyens, mesdames et messieurs, je reviens devant vous aujourd'hui avec plusieurs membres du gouvernement pour vous présenter l'état de la situation sanitaire de notre pays et vous annoncer les mesures que nous avons décidé de prendre pour en maîtriser l'évolution. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, le virus continue de circuler activement partout en Europe. Depuis cet automne, en réalité, tous les pays européens font face à des vagues épidémiques qui se succèdent et varient en intensité au fil des mois selon les conditions climatiques, le respect des gestes barrières et les mesures de freinage qui sont mises en place. En France, nous avons été l'un des premiers pays touchés de façon violente par cette deuxième vague qui a démarré, vous le savez, à la mi-octobre. Cela a été le cas au même moment en Espagne, en Suisse, en Belgique, en Irlande et au Royaume-Uni, puis quelques semaines plus tard, en Allemagne, en Suède et en Italie. Face à cette situation, tous les pays ont pris des mesures de restriction pour freiner l'épidémie. Tous ne l'ont pas fait au même moment. Tous ne l'ont pas fait avec la même intensité ni avec la même stratégie dans la durée. La France a fait un double choix qui nous a distingués de beaucoup de nos voisins. Notre premier choix a été de ne pas attendre pour décider d'un confinement adapté, ce que nous avons fait dès la fin octobre et qui a produit un résultat fort et rapide dès la fin du mois de novembre. Notre deuxième choix a été de ne lever nos mesures que partiellement et progressivement en prolongeant, c'est toujours le cas, la fermeture de nombreux établissements recevant du public dans les domaines de la culture, du sport, des loisirs et de l'événementiel, mais également les bars et les restaurants, et en instaurant un couvre-feu à 20h, en vigueur depuis le 15 décembre dernier. D'autres pays ont davantage tardé à agir et ont rouvert prématurément leurs bars ou leurs restaurants et, en conséquence, ont dû se résoudre à des mesures de confinement beaucoup plus strictes, allant même jusqu'à la fermeture de leurs écoles, comme c'est le cas aujourd'hui du Royaume-Uni, de l'Irlande, de l'Allemagne, de l'Italie ou du Danemark. Je pense sincèrement que notre stratégie, à la fois préventive et réactive, cette stratégie qui est restée cohérente dans la durée, a été la bonne. Par ailleurs, les premières données dont nous disposons montrent que nous avons pu passer les fêtes de fin d'année sans flambée épidémique grâce au comportement responsable qui a été le vôtre, nous rappelant combien la lutte contre cette épidémie est aussi l'affaire de tous et de chacun. Les résultats de notre stratégie nous placent aujourd'hui dans une situation comparative plus qu'honorable en Europe, tant au niveau des taux d'incidence que des taux de positivité des tests. Plus précisément, quelle est la situation aujourd'hui et comment a-t-elle évolué depuis une semaine? Notre situation reste évidemment préoccupante, même si elle s'est globalement stabilisée au cours des derniers jours. Nous restons sur un plateau élevé, avec une moyenne hebdomadaire qui fluctue autour de 16 000 contaminations par jour. La pression sur nos hôpitaux reste également à peu près stable, mais se situe elle aussi à un niveau élevé. Nous avions hier 24 769 personnes hospitalisées de la Covid en France, soit 28 personnes de plus que la semaine dernière. Parmi elles, 2711 étaient hospitalisées en réanimation, soit 95 de plus que jeudi dernier. Notre situation, je la qualifierais donc par deux mots: maîtrisée par rapport à ce que l'on observe chez nos voisins, mais fragile, car le virus circule encore activement sur notre territoire. Et d'autant plus fragile avec l'élément nouveau que constitue l'émergence de nouvelles souches plus contagieuses du virus. Nous surveillons évidemment de très près ces nouveaux variants. Et je demande au ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, de vous faire partager en toute transparence nos éléments de connaissance qui se sont affinés depuis la semaine dernière. Monsieur le ministre. Monsieur le Premier ministre, la semaine dernière, je vous parlais de ces variants qu'on a identifiés et qui peuvent circuler un peu partout dans le monde et notamment sur le territoire national. Je rappelle brièvement ce que c'est qu'un variant. C'est lorsque des mutations génétiques
apparaissent dans le patrimoine génétique d'un virus. C'est très classique, ça arrive. D'ailleurs, ça arrive assez souvent dans le coronavirus. La plupart des mutations n'entraînent aucune conséquence. Certaines peuvent potentiellement affaiblir le virus, mais certaines peuvent potentiellement le renforcer, et c'est ce qui nous inquiète. 2 variants en particulier ont été identifiés sur le territoire national. Le premier, vous le connaissez, c'est le variant d'origine identifié en tout cas en Angleterre, qui s'appelle le VOC 2020. Ce variant, qu'est-ce qu'on sait de lui? D'abord qu'il est plus contagieux que le virus qui circule classiquement en France, de l'ordre de 30 à 70%, nous disent les scientifiques, notamment anglais, mais également les scientifiques internationaux qui ont travaillé sur les données. Et ce virus est potentiellement aussi plus contagieux chez les enfants. En revanche, ce virus ne donne pas davantage de formes graves que le variant qui circule traditionnellement en France. Et donc, c'est plus de cas, mais pas des cas plus graves. Par ailleurs encore, nous avons toutes les raisons de penser que ce variant, ce VOC 2020, est sensible au vaccin, ce qui est évidemment une bonne nouvelle. En Angleterre, l'apparition de ce variant a provoqué une flambée épidémique progressive qui a pris environ 2 à 4 mois dans une région du sud de l'Angleterre qui avait été peu touchée au cours de la première vague et même du début de la deuxième vague. Et ce variant s'est répandu progressivement sur le territoire jusqu'à devenir majoritaire, y compris d'ailleurs dans la capitale londonienne. Le Premier ministre l'a dit, l'Angleterre est actuellement avec un confinement important. Plus de 1000 morts sont enregistrés chaque jour dans ce pays. Et nous devons donc tout faire pour empêcher ce variant plus contagieux, je le répète, de circuler en France. Alors qu'est-ce que nous faisons ? D'abord, l'ensemble de la communauté scientifique est mobilisée pour aller traquer ce variant partout où il peut être. Et le professeur Bruno Lina m'a fait part des résultats d'une étude qui a été conduite en lien avec l'ensemble des laboratoires publics et privés et des centres de recherche du pays. Ses conclusions sont les suivantes. Pour 100 cas de coronavirus diagnostiqués en France, il y en a environ entre 1 et 1,5 qui correspondraient au variant, c'est-à-dire que chaque jour, il y aurait entre 2 et 300 contaminations nouvelles de coronavirus variant VOC 2020 sur le territoire national. Je le disais tout à l'heure, le virus est potentiellement, ce variant est potentiellement plus contagieux chez les enfants. Nous avons donc saisi d'une part le conseil scientifique qui dans ses recommandations ne propose pas la fermeture des écoles mais demande une surveillance renforcée à l'instar des études menées par le professeur Lina et ses équipes et qui se poursuivront les semaines à venir. D'autre part, la Société française de pédiatrie, avant-hier matin, a publié un avis dans lequel elle ne recommande pas non plus la fermeture des écoles dont elle considère qu'à ce stade, elle aurait plus de conséquences négatives pour les enfants qu'elle offrirait de garanties. Et elle nous enjoint à augmenter les dépistages. Il en sera question s'agissant des dépistages et des propositions que nous faisons tout à l'heure. Par ailleurs, nous mettons tout en œuvre pour empêcher la diffusion de ce virus avec un contrôle renforcé aux frontières. Nous exigeons aussi, vous le savez, des tests avant le départ pour toutes les personnes qui viennent d'Angleterre pour qu'elles puissent rentrer sur le territoire national. Et nous renforçons tout ce qui est contact tracing pour aller détecter les chaînes de contamination et empêcher que ce variant se diffuse davantage. Le deuxième variant, plus rapidement, il est originaire d'Afrique du Sud. Ce variant, il s'appelle le variant 501. De la même manière, on sait qu'il est vraisemblablement plus contagieux que le virus qui circule traditionnellement en France. On a moins de données scientifiques, en revanche, sur les symptômes qu'il peut entraîner, mais nous n'avons pas, à ce stade, de raison de penser qu'il provoque davantage de formes graves. Mais il reste plus contagieux et nous devons, là aussi, le freiner. Le ministre en charge des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a fait un certain nombre d'annonces visant à protéger notamment Mayotte et la Réunion, compte tenu de la proximité géographique. Et nous mettons tout en œuvre sur le territoire national pour dépister ces cas. Il n'y en a que quelques-uns à ce stade qui a été dépisté. Et pour vous donner un exemple, une patiente hospitalisée en réanimation dans un état très grave dans un hôpital d'Île-de-France a séjourné pendant une dizaine de jours en Mozambique au cours du mois de décembre dans le cadre d'un voyage d'une congrégation religieuse. Le variant a été identifié chez elle, le contact tracing a été activé, plusieurs cas positifs dans son entourage proche et notamment dans sa famille ont été identifiés, toutes les personnes ont été isolées et nous travaillons actuellement pour faire le lien potentiel avec un autre cluster de ce variant d'origine sud-africaine, le variant 501, dans la région de Nantes, avec une personne également contaminée lors du voyage en Mozambique. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. À ce stade, donc, la circulation de cette souche ou de ces souches variantes reste limitée dans notre pays, mais, vous l'avez entendu, son potentiel de développement
ne doit pas être sous-estimée. Comme vous l'avez compris, nous devons donc tout faire pour éviter qu'elle ne progresse rapidement et, du fait de sa plus grande contagiosité, qu'elle ne finisse par devenir la souche dominante, comme le Royaume-Uni, malheureusement, en fait l'expérience. Cette situation nous conduit donc à décider de mesures complémentaires. En premier lieu, nous allons durcir fortement les conditions d'entrée sur le territoire national et renforcer les contrôles aux frontières. À compter de lundi, tous les voyageurs qui souhaitent venir en France en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne, quel qu'il soit, devront effectuer un test avant de partir. Et il faudra présenter un test négatif pour embarquer dans un avion ou un bateau. De plus, les personnes concernées devront s'engager sur l'honneur à s'isoler pendant 7 jours, une fois arrivées en France, puis à refaire un deuxième test PCR à l'issue. Pour les rares pays où il n'est pas possible de réaliser un test sur place au départ, un laissez-passer consulaire pourrait être accordé par nos ambassades pour motif impérieux. Dans ce cas, la personne se fera tester à son arrivée en France et sera contrainte de s'isoler 7 jours dans un établissement désigné par l'État. Pour les déplacements en provenance d'un pays de l'Union européenne, et notamment des pays comme l'Irlande ou le Danemark, affrontés à une situation épidémique difficile, les ministres travailleront à l'élaboration d'un cadre de coordination en vue du prochain Conseil européen du 21 janvier. Ce cadre devra évidemment prévoir des exceptions concernant les frontaliers, les transporteurs routiers ou encore les agents des compagnies de transport, dans ce cas dans le cadre de protocoles sanitaires spécifiques. Le ministre chargé de la Santé vous l'a dit, nous prenons également des mesures nouvelles pour nos territoires et collectivités d'outre-mer. La Guyane, et à travers elle les Antilles, doivent être le plus possible protégées du variant à risque qui circule en Amazonie. Le préfet prendra des mesures de restriction adaptées aux circonstances locales. Le contrôle des frontières sera renforcé et des tests négatifs seront exigés pour rejoindre les Antilles et la métropole, comme c'est déjà exigé dans l'autre sens. Des informations préoccupantes indiquent que le variant à risque d'Afrique du Sud serait déjà disséminé aux Comores. Des mesures d'urgence ont donc été prises dès le week-end dernier pour tester en doublon à l'arrivée des Comores et pour restreindre les déplacements à risque. Ces mesures sont tout particulièrement impératives pour protéger aussi la Réunion, département peuplé de 800 000 habitants et géographiquement isolé. Et de la même manière que pour la Guyane, des tests négatifs seront exigés pour les vols en provenance de Mayotte ou de la Réunion vers la métropole. L'ensemble de ces mesures a pour objectif de réduire drastiquement les flux transfrontaliers afin de nous protéger du risque de propagation des souches variantes. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur de prévoir un dispositif de contrôle pour en garantir le respect. Sur l'ensemble du territoire métropolitain, le couvre-feu s'appliquera à compter de 18h à partir de ce samedi et pour au moins 15 jours. Vous le savez, cette disposition s'applique d'ores et déjà dans 25 départements où nous avions observé ces dernières semaines une progression plus dynamique qu'ailleurs du nombre de personnes malades de la Covid, avec un niveau d'incidence supérieur à 200 pour 100 000. Pourquoi ce choix ? Il apparaît, selon les données disponibles à ce jour, que cette mesure a une efficacité sanitaire. Dans les 15 premiers départements où le couvre-feu a été mis en œuvre à 18h le 2 janvier dernier, la hausse du nombre de nouveaux cas y est 2, voire 3 fois plus faible que dans les autres départements métropolitains, comme le montre la carte qui s'affiche à l'écran. Dans son dernier avis, reçu hier soir et qui sera rendu public très rapidement, le Conseil scientifique a du reste confirmé l'utilité du couvre-feu dans la lutte contre la pandémie. Nous appliquerons donc cette mesure dans tout le pays, car la situation a évolué ces derniers jours.
Alors que la reprise épidémique était concentrée fin décembre sur certains départements, la circulation virale concerne désormais tout le territoire. Ainsi, plus aucun département ne présente un taux d'incidence à 7 jours inférieur à l'objectif de 50 pour 100 000 habitants. Si l'incidence reste plus élevée dans l'est du pays, là où le couvre-feu anticipé s'applique déjà, c'est désormais dans l'ouest de la France que la dynamique est la plus forte. Cette mesure de couvre-feu obéit à une logique de freinage préventive. Elle permet de graduer notre riposte et d'essayer d'éviter de passer à des mesures plus difficiles, comme nous en avons déjà connu à 2 reprises l'année dernière. Elle vise à réduire encore davantage les contacts sociaux sur les heures de fin de journée, tout en permettant le maintien des activités économiques, éducatives et des déplacements pendant la journée. Cela signifie qu'à partir de samedi 18h, chacun devra être chez soi. Les dérogations très limitées seront les mêmes que celles actuellement applicables pour le couvre-feu à 20h. Elles permettent notamment de revenir du travail ou d'aller chercher ses enfants à l'école ou à la crèche, mais il ne sera pas possible de sortir pour des motifs personnels. De même, sauf les exceptions liées aux missions de service public, tous les lieux, commerces ou services recevant du public seront fermés à 18h. Dans la mesure où cette disposition va réduire les horaires d'ouverture des commerces, et afin d'éviter les concentrations des clients aux heures ouvrables, j'invite tous les établissements qui le souhaitent à se saisir des possibilités d'ouverture supplémentaires sur la pause déjeuner. Dans la plupart des départements, des dérogations permettant l'ouverture des commerces le dimanche ont pu être accordées suite aux concertations locales menées par les préfets. Et j'invite là aussi les commerçants pour s'en saisir, pour étaler les flux. Et nous verrons s'il y a lieu de prolonger ces dispositions en février. J'ai également demandé au ministre de l'Intérieur et au préfet de veiller rigoureusement, notamment dans les grandes surfaces commerciales, au strict respect des jauges destinées à limiter les flux, jauges prévues dans les protocoles sanitaires que nous avons arrêtés avec ces professionnels. Avec ce renforcement du couvre-feu, nous restons cohérents avec notre stratégie de réaction graduée et proportionnée au risque épidémique. En effet, à l'heure où je vous parle, la situation sanitaire n'exige pas que nous mettions en place un nouveau confinement, qui constituerait une décision très lourde, dont nous connaissons le coût humain, économique et social. Je vous rappelle que lorsque nous avons décidé le second confinement fin octobre, nous observions de l'ordre de 50 000 contaminations par jour contre 16 ou 17 000 aujourd'hui. C'est bien moins également que les niveaux observés aujourd'hui dans les pays autour de nous où l'épidémie flambe. La situation hospitalière était également beaucoup plus tendue. Mais je veux être parfaitement clair avec vous. Si nous constatons dans les prochains jours une dégradation épidémique forte, nous serions conduits à décider sans délai d'un nouveau confinement, car nous devons, comme nous n'avons cessé de le faire depuis le début de cette crise, nous préparer à toute éventualité. Avec le président de la République, nous avons souhaité maintenir ouverts les établissements scolaires. Et c'est pour nous, je l'ai dit, un objectif fondamental. Le confinement du printemps dernier a creusé les inégalités scolaires et accru les risques de décrochage de nombreux enfants. Plusieurs de nos voisins européens ont fait récemment, je vous le disais tout à l'heure, un choix différent du nôtre, en fermant les écoles ou en repoussant la rentrée scolaire. C'est le cas de l'Allemagne, du Royaume-Uni, du Danemark, de l'Irlande ou encore de l'Italie. Nous souhaitons tout faire pour l'éviter. La condition pour pouvoir tenir cette ligne est que nous renforcions nos dispositifs sur 3 points. D'abord, le protocole sanitaire dans les cantines scolaires sera renforcé. Nous allons suspendre jusqu'à nouvel ordre les activités physiques et sportives scolaires et extrascolaires en intérieur. Et puis nous allons augmenter encore notre capacité de dépistage dans les établissements scolaires avec un objectif
de 300 000 tests par semaine, soit plus d'1 million par mois. Ces mesures, qui vont vous être détaillées par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, doivent permettre de réduire davantage encore les risques et d'intervenir plus rapidement encore en cas de circulation du virus au sein d'un établissement scolaire. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Merci, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs. Comme vous le savez, depuis le début de la crise, au mois de mars dernier, nous avons 2 critères. Le premier, c'est assurer la continuité des apprentissages, une continuité la plus normale possible. Et en second lieu, protéger au maximum la santé des élèves, la santé des personnels, la santé des Français. Avec l'année que nous venons de connaître, et comme vient de le rappeler le Premier ministre, nous sommes plus que jamais convaincus qu'il est de première importance de maintenir ouvertes les écoles. Ce n'est pas complètement une exception française, il y a d'autres pays européens qui maintiennent les écoles ouvertes, mais nous sommes fiers pour l'année 2020 d'avoir permis que la France soit un des pays, et même le pays, qui a maintenu le plus de jours d'école pour ses enfants. C'est évidemment essentiel, et comme l'a rappelé encore récemment le Conseil scientifique, c'est évidemment essentiel quand on mesure les avantages et les inconvénients d'aller à l'école ou de ne pas aller à l'école, de maintenir les écoles ouvertes, car il y a des conséquences éducatives, sociales, psychologiques, sanitaires même, pour les enfants, de ne pas aller à l'école. Nous pouvons donc être collectivement fiers d'atteindre cet objectif. Nous le sommes pour les raisons que le Premier ministre vient de dire, et nous pouvons l'être tout simplement parce que les objectifs sont clairs. Et je veux remercier de nouveau les professeurs, les personnels de l'éducation nationale, des collectivités locales qui nous ont permis jusqu'à aujourd'hui d'atteindre cet objectif que nous avons réussi en 2020, réussissons-le en 2021. Pour cela, nous devons faire avancer le curseur du protocole sanitaire dans un sens un peu plus strict, dans le sens que vient d'indiquer le Premier ministre. Et même si en milieu scolaire, à ce stade, la circulation du virus reste relativement maîtrisée, nous devons nous adapter sur certains points afin de maintenir la protection la plus étendue possible pour l'ensemble des personnels et des élèves. Cela signifie d'abord le maintien du fonctionnement en mode hybride, c'est-à-dire en partie en présence, en partie en distance, pour les lycées au-delà du 20 janvier. Vous savez que j'avais indiqué que cette mesure pouvait être éventuellement terminée pour le 20 janvier. En réalité, nous la prolongeons, puisque depuis le début du mois de novembre, les 2/3 des lycées sont rentrés dans ce mode de fonctionnement et que cela fonctionne au cas par cas en tenant compte des réalités physiques de chaque lycée. Les lycées qui le souhaitent pourront donc continuer à être en mode hybride. Et encore une fois, nous regardons cela sur chaque cas particulier. Dans le contexte épidémiologique actuel, nous considérons que ce mode hybride est efficace, mais nous avons une vigilance particulière pour les élèves de terminale qui passent le baccalauréat cette année. Et donc notre recommandation est que les élèves de terminale soient le plus possible en présence dans l'établissement. S'agissant des collèges, à titre exceptionnel, lorsque des établissements connaissent des contraintes qui sont dues au bâtiment, eh bien, il peut y avoir aussi le mode hybride qui est choisi. Cela est autorisé au cas par cas pour les rectorats, en général pour la classe de 4e et la classe de 3e, mais ça doit rester exceptionnel, puisque nous savons bien qu'à cet âge-là, les élèves, s'ils ne sont pas à l'école, peuvent avoir des activités qui sont éventuellement même plus contaminantes. Des mesures aussi seront prises pour les cantines scolaires. Là aussi, nous savons que c'est éventuellement un maillon faible de l'organisation, puisque c'est le moment où on enlève son masque, le moment aussi où, comme on le sait, l'activité consistant à manger collectivement peut présenter des risques en termes de contamination. À l'école primaire, il n'y aura pas de brassage possible lors des repas entre les classes. Les élèves d'une même classe mangeront tous les jours ensemble et à la même table. Et si cela n'était pas possible dans certaines écoles, les temps de prise de repas seront allongés pour permettre l'étalement des classes en cantine. En dernier recours, on peut avoir la solution de repas à emporter proposée aux enfants. Là aussi, c'est au cas par cas que cela doit se décider. Dans l'enseignement secondaire, l'hybridation des lycées, lorsqu'elle est choisie, permet de lever normalement la pression sur le temps des repas, puisqu'il y a moins d'élèves présents dans l'établissement. Et si certains collèges restent en tension pour organiser le temps de restauration, dans le strict respect des normes nouvelles, dont le détail est évidemment donné ce soir, et aux acteurs de l'éducation nationale et aux collectivités locales, eh bien dans ce cas, les temps de service seraient rallongés
où des repas à emporter seraient proposés. En troisième lieu, les cours d'éducation physique et sportive, comme vient de le dire le Premier ministre, sont eux aussi modifiés. Toutes les pratiques qui sont les pratiques d'intérieur sont suspendues. Je dis bien suspendues, ça signifie que nous souhaitons évidemment être en capacité de les réouvrir dès que ce sera possible. C'est vrai en milieu scolaire, c'est vrai en milieu extrascolaire. Nous avons été très actifs pour que les pratiques sportives puissent reprendre ces dernières semaines pour les mineurs, mais malheureusement nous devons suspendre pour quelques semaines probablement ce type d'activité. Bien entendu, je reste très actif avec Roxana Maracineanu, avec les milieux sportifs, pour que dans le futur nous puissions réouvrir dès que cela sera possible. Enfin, en quatrième lieu, et là aussi le Premier ministre a commencé à le dire, notre stratégie de test prend un nouveau tour avec dès le mois de janvier, dans les écoles, les collèges et les lycées, une possibilité massive de déploiement pour plus d'1 million de personnels et d'élèves. Pour accentuer notre surveillance de la circulation du virus en milieu scolaire et en complément de ce que nous faisons déjà, c'est-à-dire le traçage des cas contacts, ce qu'on appelle parfois le contact tracing, va évidemment continuer. Donc nous le mettons en place avec chaque agence régionale de santé depuis la rentrée, comme vous le montre le graphique que vous voyez à l'écran. Et maintenant, nous aurons non seulement ce traçage donc, qui continuera, mais aussi la possibilité pour certains établissements d'avoir la venue d'une équipe de dépistage de tous les personnels et de tous les élèves sur place, chaque fois qu'il y aura 3 cas de contamination. Et puis il y aura aussi l'identification de tous les personnels lycéens et collégiens qui se verront donc proposer un test dans les 48 heures dans ce type d'hypothèse. Nous continuerons aussi à fermer des classes, des écoles, des collèges, des lycées, au cas par cas, en lien avec les autorités de santé locales, chaque fois qu'un certain nombre de cas nous conduisent à cette décision. Voici, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, les mesures qui sont donc prises en matière scolaire. Elles doivent nous permettre de continuer à accueillir les élèves dans un cadre protecteur. Et c'est évidemment une vigilance de tous, y compris des familles, dans la façon dont nous préparons nos enfants à avoir le respect des gestes barrières au quotidien et à respecter l'ensemble des nouvelles règles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Nous sommes donc toujours dans cette logique préventive et cette même logique nous a conduit, dans le cadre du confinement, à suspendre les enseignements en présentiel dans l'enseignement supérieur. Ce passage à 100% des enseignements à distance a été très difficile à vivre pour nombre d'étudiants qui ressentent, pour beaucoup d'entre eux, un profond sentiment d'isolement, mais aussi, pour certains, de vraies difficultés psychologiques, et ce, en dépit des efforts de leurs enseignants, que je remercie pour assurer la continuité pédagogique à distance. C'est pour le gouvernement une source de préoccupation majeure. Nous avons déjà arrêté avec la ministre de l'Enseignement supérieur et dans le cadre de concertation conduite à la fin de l'année dernière, un certain nombre de dispositions pour créer de l'emploi pour les étudiants, pour assurer des tutorats, pour aider à leur prise en charge psychologique lorsque c'est nécessaire. L'effectivité de ces mesures n'est pas encore complète et il n'est pas certain qu'elle soit suffisante. Nous avons autorisé, depuis la rentrée de janvier, que des étudiants en grande difficulté puissent revenir par petits groupes de 10, quelques heures par semaine. Nous autoriserons, à partir de la semaine du 25 janvier, la reprise par demi-groupe des travaux dirigés des élèves de première année. Puis, si la situation sanitaire le permet, aux étudiants des autres niveaux. Cette reprise très progressive, attendue par les étudiants, l'est aussi par leurs professeurs, dont je veux saluer ce soir l'engagement, comme je salue celui de l'ensemble des personnels de l'éducation. Je recevrai demain, avec la ministre de l'Enseignement supérieur, la conférence des présidents d'universités et des établissements d'enseignement supérieur, ainsi que les organisations syndicales étudiantes, pour préciser les conditions et les modalités des évolutions d'un retour progressif en présentiel. Je demande à Madame Frédérique Vidal, ministre chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche, de venir vous présenter le détail de ces dispositions
qu'encore une fois, nous concerterons demain matin. Merci, Monsieur le Premier ministre. Chacun le sait, il a été demandé aux établissements d'enseignement supérieur d'assurer la continuité pédagogique dans l'immense majorité à distance, et seul un nombre très restreint d'enseignements ont pu se tenir en présentiel et dans des conditions sanitaires strictes depuis le début du second confinement. Cette situation, nous le savons tous, est extrêmement difficile pour les étudiants qui sont privés de relations humaines directes avec leurs enseignants, mais aussi avec leurs pairs. Les étudiants ont le sentiment que la crise sanitaire a volé leurs plus beaux moments. Je sais aussi l'inquiétude de leurs familles, mais aussi celle de leurs enseignants et de l'ensemble des personnels qui, chaque jour, sont confrontés à leurs difficultés, qu'elles soient économiques, sociales ou personnelles. Enseignants, enseignants-chercheurs, personnel des Crous et des établissements, recteurs, tous, nous sommes mobilisés afin d'accompagner au mieux ces 2,7 millions d'étudiants qui sont l'avenir de notre pays. Je sais aussi l'action complémentaire de nombreuses collectivités territoriales pour soutenir les jeunes dans cette période, et je tiens aussi à les en remercier ici. De nombreux dispositifs ont été mis en place pour soutenir financièrement les étudiants depuis le premier jour de la crise sanitaire. Nous poursuivrons ces efforts, mais nous savons qu'ils ne sont pas suffisants. Les 1600 référents dans les cités universitaires sont à l'œuvre pour soutenir les plus fragiles, pour maintenir du lien social et de l'accompagnement humain. Les 20 000 tuteurs étudiants seront là pour soutenir pédagogiquement les étudiants. Le nombre de psychologues dans les universités sera doublé ce semestre et de nouveaux personnels sociaux permettront d'accélérer l'accès aux aides d'urgence délivrées par le réseau des œuvres pour tous les étudiants. Nous avons pleinement conscience du découragement qui va croissant chez certains étudiants et particulièrement chez ceux qui vivent seuls. C'est pourquoi nous n'avions pas fait le choix de la fermeture complète des établissements lors du second confinement. Le maintien des travaux pratiques ou des formations ne pouvant pas être délivrées à distance est resté autorisé. Une deuxième étape a été mise en place depuis le 4 janvier dernier avec l'arrivée progressive dans chaque établissement des étudiants par groupe de 10, les étudiants les plus fragiles. Et il s'agit aujourd'hui, conformément à ce que le président de la République avait annoncé le 4 décembre dernier et à ce qui a été décidé lors du dernier Conseil de défense, de franchir une nouvelle étape afin que le second semestre puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. En attendant que la campagne de vaccination nous permette de retrouver une vie normale sur les campus universitaires, dans les écoles et les établissements d'enseignement supérieur, nous devons permettre aux étudiants de renouer le contact en présentiel avec leurs enseignants. Il est impératif que nous puissions progressivement tracer ensemble ce chemin qui nous permettra de passer d'une majorité d'enseignement en distanciel à une majorité d'enseignement en présentiel. Conformément à ce que vient d'annoncer le Premier ministre et dans le respect du calendrier universitaire, dès la semaine du 25 janvier, les travaux dirigés pourront donc reprendre en demi-groupe pour les étudiants de première année. C'est une étape sur ce chemin avant de pouvoir y intégrer davantage d'étudiants. Dès demain, avec les conférences des présidents d'université et des directeurs d'établissement, ainsi qu'avec les organisations étudiantes, nous allons construire les conditions permettant cette reprise échelonnée des enseignements dans le supérieur. Les protocoles d'accueil devront prévenir le brassage des étudiants, garantir les règles de distanciation. Ils devront éviter que les étudiants restent sur site pour les pauses méridiennes. En lien avec les équipes du ministère des Solidarités et de la Santé, des dépistages individuels ou collectifs seront déployés. Des tests antigéniques seront mis à la disposition des services de santé universitaires, dont je salue l'action au quotidien. Et tout ceci sera fait en partenariat étroit avec les rectorats et les autorités de santé pour nous permettre de surveiller l'évolution de l'épidémie dans les établissements. Je me réjouis vraiment que les liens humains si importants pour l'acquisition des connaissances comme pour la construction
personnelle et psychologique des étudiants puisse se renouer au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Je crois qu'il en va de l'avenir de notre jeunesse. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Mesdames et Messieurs, les mesures que je viens de vous annoncer, mesures, j'en ai parfaitement conscience, difficiles et qui résultent du maintien à haut niveau de cette pandémie, nous conduisent en réalité plus que jamais à consacrer toutes nos forces à la campagne vaccinale. Cette campagne vaccinale qui a démarré en ce début d'année et qui nous offre enfin un motif tangible d'espoir et une vraie perspective de sortie de crise. La première vaccination a eu lieu dans notre pays le 27 décembre. Lors de la première semaine de janvier, 100 000 personnes ont été vaccinées. Au cours de cette deuxième, qui n'est pas terminée, nous pensons que 250 000 autres le seront. Nous avons vacciné hier 57 000 personnes en une seule journée. Cette montée en puissance va se poursuivre encore la semaine prochaine, notamment dans les EHPAD, et en ouvrant dès lundi prochain la vaccination à toutes les personnes âgées de plus de 75 ans. À la fin du mois de janvier, nous serons au-dessus du million de personnes vaccinées qui était notre objectif initial. Ce résultat ne s'explique pas parce que nous aurions reçu plus de vaccins, mais parce que nous avons espacé d'une semaine l'échéance de la deuxième injection et que nous observons beaucoup moins de pertes dans l'utilisation des doses reçues. J'entends encore des commentateurs s'étonner de ce que nous ne vaccinions pas tout de suite tout le monde, quel que soit l'âge ou la situation de santé. Je veux une nouvelle fois rappeler ici un élément fondamental. Ces nouveaux vaccins ont une double efficacité. Ils limitent la transmission et surtout, ils préviennent la personne atteinte de développer une forme grave de la maladie. Or, nous savons que l'immense majorité de celles et ceux qui meurent ou qui sont hospitalisés pour Covid sont des personnes âgées ou atteintes d'une pathologie chronique. Ce sont donc eux qu'il faut protéger les premiers. C'est une question éthique, c'est aussi une question d'efficacité, car plus nous les vaccinerons vite, plus vite nos hôpitaux seront mis à l'abri des risques de surcharge et plus vite nous pourrons lever les mesures de restriction qui pèsent sur toute la population. Conformément à notre stratégie de priorisation des plus fragiles et en accord avec les autorités scientifiques et les associations de patients, j'ai décidé d'ouvrir dès lundi 18 janvier également la vaccination aux personnes, quel que soit leur âge, présentant une des pathologies conduisant à un très haut risque de forme grave de la maladie. Plus de 700 centres de vaccination seront ouverts lundi, grâce à la mobilisation conjointe de l'État, des élus locaux et des professionnels de santé. Je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui y contribuent à l'hôpital et en ville. Ce que j'ai personnellement constaté avec le ministre Olivier Véran samedi à Tarbes ou encore ce matin à Metz. Je salue les équipes de l'hôpital de Metz. C'est un petit clin d'œil pour leur formidable mobilisation. Et ce mouvement atteste à la fois de cette forte mobilisation et de la mise en place de dispositifs efficaces. À compter de demain matin 8 heures, il sera possible de prendre rendez-vous par Internet ou par téléphone auprès de ces centres. Je veux insister sur le fait que la vaccination de ces premiers publics prioritaires va nécessairement prendre plusieurs semaines. Tout le monde ne pourra pas trouver un rendez-vous immédiatement. Il faudra être patient et comprendre que si nous ouvrons de nombreux centres tout de suite, nous dépendons des livraisons de vaccins qui, elles-mêmes, dépendent du rythme de production des laboratoires. Tous les pays du monde sont logés à la même enseigne. Tous les pays européens ont passé ensemble des commandes massives au prorata de leur population. La production des vaccins déjà autorisés monte en charge. D'autres vaccins pourraient être également autorisés par les autorités scientifiques européennes dans les prochaines semaines. Je demande au ministre des Solidarités et de la Santé
de vous faire un point plus détaillé sur le déroulement de notre stratégie vaccinale et sur ses perspectives. Olivier Véran. Vous êtes de plus en plus favorable dans toutes les enquêtes d'opinion à la vaccination et vous avez raison, puisque le vaccin est un moyen de vous protéger et demain, j'espère, de pouvoir protéger vos proches et pour tous de retrouver une vie telle que nous l'avions avant que la pandémie ne démarre il y a un an. Vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, 247 000 personnes étaient vaccinées hier soir. Donc nous avons, vous le savez, simplifié, amplifié, accéléré. 190 000 professionnels de santé ont déjà été vaccinés hier. Nous atteindrons, je n'ai pas encore les chiffres du jour, mais nous ne serons pas loin des 300 000 selon toute vraisemblance. Et à partir de la semaine prochaine, la campagne de vaccination dans les EHPAD, les établissements pour personnes âgées, va prendre de l'ampleur. Et en l'espace de 3 semaines, nous comptons vacciner plusieurs centaines de milliers de personnes parmi les plus vulnérables du pays. Et je me joins aux remerciements qui ont été formulés par le Premier ministre pour toutes celles et ceux qui s'activent partout sur le territoire national, dans les plusieurs centaines de centres qui sont déjà opérationnels. Donc à partir de lundi, nous ouvrons la vaccination, c'est vrai, aux personnes âgées de 75 ans et plus, et sur avis de la Haute Autorité de Santé, mais également du professeur Alain Fischer, pourront également être vaccinées à partir de lundi quelques 800 000 personnes qui sont atteintes de maladies particulièrement graves et qui les rendent très vulnérables au risque de formes graves de la Covid-19. Parmi ces maladies, il y a l'insuffisance rénale chronique sévère, un cancer sous traitement, les transplantés d'organes, mais également les personnes atteintes de trisomie. Pour toutes ces personnes, il leur faudra consulter leur médecin traitant, qui leur fera une ordonnance qui leur permettra de rejoindre donc les personnes qui sont appelées à se faire vacciner, c'est-à-dire les personnes de 75 ans et plus. Au total, ce sont 6,4 millions de Français qui sont appelés à se faire vacciner à partir de lundi. Alors comment prendre rendez-vous ? 3 moyens. Un moyen que je vous recommande chaleureusement, c'est de contacter le centre de vaccination le plus proche de chez vous. Vous pouvez trouver son adresse, son numéro de téléphone, le moyen de le contacter auprès de votre mairie, de votre médecin, de votre pharmacien, auprès de vos amis ou même dans la presse locale. Vous avez 2 autres moyens pour prendre rendez-vous. Le premier, c'est le site internet www.santé.fr qui vous permet de prendre rendez-vous directement en ligne pour un créneau de vaccination dans le centre le plus proche de chez vous. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire par vous-même, vous pouvez évidemment vous faire aider par un proche. Et enfin, vous avez la possibilité d'appeler un numéro de téléphone national, c'est le 0800 009 110, 0800 009 110, un numéro de téléphone qui sera activé à partir de demain matin 8h. Il sera ensuite ouvert 7 jours sur 7, de 6h du matin à 22h pour la métropole et les territoires ultramarins bien sûr. Et ce numéro de téléphone vous orientera directement vers les plateformes téléphoniques du centre de vaccination le plus proche de chez vous. Quelques informations importantes. D'abord, les vaccinations se feront progressivement au rythme de nos livraisons, comme c'est le cas en France, en Europe, mais également partout dans le monde. À la fin du mois de février, nous aurons les doses pour vacciner 2,5 millions de Français. Et si certains vaccins dont nous espérons la validation dans les prochaines semaines venaient être effectivement validés, eh bien nous pourrions disposer au total de 4 millions de doses de vaccins. Vous voyez donc qu'il y a 6,4 millions de personnes de plus qui sont appelées à se faire vacciner et que d'ici la fin du mois de février, nous n'aurons pas encore toutes les doses pour vacciner tout le monde. Mais je vous le dis, si ça prend du temps, plusieurs semaines, soyez rassurés, en définitive, vous serez vaccinés. Si en dépit de tous les efforts qui ont été faits par toutes les équipes techniques, et je salue notamment Cédric O, secrétaire d'État en charge du numérique, qui a fait beaucoup, si le site internet ou si les lignes téléphoniques devaient être surchargées, ce ne serait évidemment que temporaire. Pour vous donner un ordre d'idée, alors même que nous ne pouvions pas encore prendre rendez-vous sur le site santé.fr, nous enregistrions près de 8000 connexions toutes les secondes sur le site internet ce matin. Le site est renforcé aujourd'hui, il était mis à jour et demain matin, et ce soir et demain matin, il sera pleinement opérationnel. Je me réjouis que vous soyez nombreux à vouloir vous faire vacciner et je vous le redis, toutes les personnes qui souhaitent être vaccinées le seront, mais cela prendra plusieurs semaines. Chaque centre de vaccination sur le territoire national, il y en a, je le dis, plusieurs centaines, chaque centre sait précisément de combien de doses de vaccins
il dispose et de combien de doses de vaccin il disposera pour les 4 semaines à venir. Chaque centre est donc en capacité de donner des rendez-vous pour les 4 semaines à venir et nous avons insisté de manière assez stricte pour que ces centres, évidemment, ne prévoient pas plus de créneaux de rendez-vous qu'ils ne disposent de doses afin d'éviter de convoquer des personnes de façon inutile. Donc tout est mis en place pour commencer cette vaccination grand public à partir de lundi. À nouveau, un grand merci à tous les soignants, des hôpitaux publics notamment, mais également privés, des libéraux, des élus et des personnels administratifs des ARS, des préfectures, qui sont des milliers à travailler toutes les semaines, tous les jours pour pouvoir organiser cette campagne de vaccination dans les meilleures conditions. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Vous l'avez compris, Mesdames et Messieurs, l'accès à la vaccination nous permet d'espérer une sortie progressive de cette crise d'ici l'été prochain. D'ici là, le virus, évidemment, continue à produire ses ravages et ses dégâts et nous conduisent donc à prendre, comme aujourd'hui encore, des mesures destinées à son freinage, à la freinage de sa propagation. Cela fait bientôt une année que nous y sommes contraints et je sais parfaitement tout ce que cela peut représenter pour toutes celles et ceux qui en subissent les effets dans leur vie quotidienne et plus encore dans leur activité professionnelle. Mais vous le savez aussi, la France a fait ce qu'il fallait pour venir en aide à tout cela, aux acteurs culturels, aux entreprises, aux salariés et aux indépendants, aux commerces, aux hôtels, cafés, restaurants, aux professionnels de la montagne, aux associations, au monde sportif, aux professionnels de l'événementiel et à tous ceux qui ont subi et qui subissent encore l'impact de cette crise. Nos mesures de soutien ont été mises en place rapidement au printemps dernier. Nous les avons renforcées et adaptées au fur et à mesure de la crise au cours des derniers mois avec un dialogue constant avec tous les secteurs concernés. Ces dispositifs fonctionnent et ont permis de sauver des millions d'entreprises et d'emplois. Je sais combien tout le monde voudrait plus de visibilité sur la suite. Quand est-ce que nous pourrons rouvrir, ce qui aujourd'hui ne l'est pas? Quand est-ce que l'activité économique pourra reprendre durablement? Toutes ces questions sont évidemment légitimes. Difficile, compte tenu des incertitudes, de répondre à ces questions de manière précise, même si l'identification de perspectives et d'échéances constitue une priorité, en lien avec les représentants des secteurs concernés. Ce sur quoi je m'engage avec certitude, c'est que nous maintiendrons nos dispositifs de soutien aussi longtemps que cela sera nécessaire. Le président de la République l'a encore répété. Nous devons entendre le besoin de sécurité et de stabilité que nous expriment les acteurs économiques et sociaux. Nous ne devons pas ajouter de l'incertitude économique à l'incertitude sanitaire. Nous devons rester à leur écoute et savoir ajuster encore, lorsque c'est juste et nécessaire, tous nos dispositifs d'aide. C'est le sens des présentations qui vont vous être maintenant faites par les ministres qui, au quotidien, sont à l'écoute de leur secteur professionnel pour adapter nos dispositifs d'aide et d'accompagnement. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Elisabeth Borne, en charge du travail et de l'emploi, et Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Je les invite chacun à leur tour à venir présenter la situation à ce jour des différents secteurs d'activité dont ils ont la charge et surtout les conditions de prorogation et d'adaptation des dispositifs d'accompagnement qui ont été mis en place. Monsieur le ministre de l'Économie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Comme vous venez de l'indiquer, Monsieur le Premier ministre, plus les mesures de sécurité sanitaire durent, ou que nous sommes obligés de les renforcer, plus elles sont difficiles à supporter pour les entrepreneurs, pour les artisans, pour les commerçants, pour les indépendants, qui ne souhaiteraient qu'une seule chose, travailler. Et travailler le plus rapidement possible dans des conditions normales. Avec le Premier ministre, avec le Président de la République, nous avons une conscience aiguë de la lassitude, de la colère, du désespoir parfois de toutes ces professions.
Nous ne pouvons pas donner de visibilité sur un calendrier de sortie de crise sanitaire, mais nous voulons donner de la visibilité sur notre soutien économique. Ce soutien économique, il a été immédiat depuis le premier jour de la crise. Il a été massif. Il a été comparable à tout ce qui se fait dans les autres pays européens. Et comme vient de l'indiquer Jean Castex, il durera aussi longtemps que cela sera nécessaire. Et nous l'adapterons à la réalité de la situation de chacun, puisque nous sommes en discussion quotidiennement avec l'ensemble des professions qui sont touchées par ces mesures de restriction sanitaire. Le pilier de ce soutien économique restera le fonds de solidarité. Ce fonds de solidarité, je veux dire tout de suite qu'un nouveau formulaire pour les aides de décembre sera disponible demain, vendredi 15 janvier. Tous ceux qui ont accès à ce fonds de solidarité pourront s'inscrire sur ce nouveau formulaire et toucher les aides au début de la semaine prochaine. Je sais combien il est important d'avoir un calendrier précis de versement des aides économiques pour les acteurs qui sont concernés. À la demande du président de la République et du Premier ministre, nous introduirons 3 changements majeurs sur ce fonds de solidarité et nous ferons un effort particulier. Le premier changement concerne le produit de la vente à emporter et des livraisons à domicile. Nous avons décidé, pour tous ces produits de la vente à emporter, des livraisons à domicile qui concernent en particulier les restaurateurs, qu'il ne sera pas intégré dans le chiffre d'affaires de référence pour le calcul du montant de l'aide du fonds de solidarité. Ce sera uniquement pour les restaurateurs, il n'y aura aucune déduction. Cette facilité-là vaudra à partir du mois de décembre de l'année dernière, donc à partir du mois de décembre 2020. Cela restera la règle pour les mois à venir. Par conséquent, tout ce qui sera touché par les restaurateurs en matière de produits de vente à emporter, de livraison à domicile, et je salue les efforts d'imagination qui ont été faits par les restaurateurs dans ce domaine-là, ce sera pour eux non déductible du fonds de solidarité, applicable à compter du mois de décembre de l'année passée. Le deuxième changement, c'est que les fournisseurs de ce secteur des cafés, de la restauration, ceux qui sont en première ligne mais qui ne sont pas fermés, je pense au commerce de gros de poissons, je pense aux hôtels, je pense aux brasseurs, aux blanchisseurs, aux torréfacteurs, ont droit aujourd'hui à une aide qui est plafonnée à 10 000 €. Ça n'est pas suffisant. Nous avons donc décidé que dès lors qu'ils perdaient 70% de leur chiffre d'affaires, ils auraient droit cette fois-ci à une aide en pourcentage de leur chiffre d'affaires. Ils pourront choisir cette modalité-là jusqu'à 20% de leur chiffre d'affaires dans la limite de 200 000 €. Ils passent donc d'une aide forfaitaire à 10 000 € à une possibilité d'avoir accès à une aide en pourcentage de leur chiffre d'affaires jusqu'à un montant pouvant aller jusqu'à 200 000 €. Cela sera applicable pour le mois de décembre, là aussi, pour couvrir le mois de décembre passé qui était particulièrement difficile pour ces fournisseurs. Et il n'y aura pas de limite de nombre de salariés, alors qu'auparavant, il y avait une limite en nombre de salariés à 50 salariés. Ils seront donc concernés. Il suffit d'avoir perdu 70% de son chiffre d'affaires. Il n'y a plus de plafond en nombre de salariés et l'aide pourra aller jusqu'à 200 000 € par mois. Le troisième changement concerne les coûts fixes. Parce que nous avons parfaitement conscience que pour beaucoup d'entrepreneurs, le poids des coûts fixes, des charges fixes, je pense en particulier au loyer, est absolument insupportable dans cette période de fermeture, de limitation de leur activité. Ça concerne bien entendu des structures importantes, je pense aux chaînes d'hôtels, je pense aux restaurateurs qui ont plusieurs restaurants dans une même ville, je pense aux activités indoor, je pense au bowling, je pense aux salles de sport. Toutes ces activités-là ont besoin que leurs charges fixes soient couvertes. Nous prendrons donc en charge les coûts fixes de toutes les entreprises de ces secteurs dès lors qu'elles réalisent plus de 1 million de chiffre d'affaires par mois. Et nous allons travailler avec les parlementaires aux meilleures façons de baisser ce seuil de 1 million d'euros qui, je sais, peut être pénalisant pour un certain nombre de petites structures très spécifiques. Cette aide exceptionnelle pour les charges fixes s'ajoutera à l'aide du fonds de solidarité. Elle sera plafonnée dans un premier temps
à une aide de 3 millions d'euros. C'est la négociation que nous avons conduite avec la Commission européenne pour la période de janvier à juin 2021. Mais c'est un point de départ, ces 3 millions d'euros. Et nous allons continuer à négocier avec la Commission européenne pour voir si nous ne pouvons pas relever encore ce plafond de 3 millions d'euros de prise en charge des charges fixes pour les entreprises de taille plus importante qui ont des charges fixes très lourdes et qui n'ont en face pas de revenus ou que des revenus très limités. C'est le troisième changement que nous avons voulu introduire avec le président de la République et le Premier ministre. Enfin, nous allons faire un effort particulier. Un effort particulier pour nos amis viticulteurs. Les viticulteurs sont injustement touchés par les sanctions américaines au titre du conflit Airbus-Boeing. Nous allons évidemment faire le maximum avec le ministre en charge du commerce extérieur, Franck Riester, pour essayer de trouver une solution au conflit Airbus-Boeing. Mais cela prendra plusieurs semaines. Et en attendant, les vins tranquilles, les cognacs, ont des tarifs de 25% supplémentaires qui pénalisent terriblement les exportations de vins et de spiritueux vers les États-Unis, qui sont le premier marché de destination de ces vins et spiritueux. Ils pourront donc, ces viticulteurs, bénéficier d'une aide jusqu'à 200 000 € par mois dès lors qu'ils perdent 50% de leur chiffre d'affaires. Et ils pourront également bénéficier de la prise en charge des coûts fixes avec le plafond de 3 millions d'euros pour les grosses structures dont je viens de parler. J'espère que cela est difficile et je veux leur redire que nous poursuivons tout notre travail pour obtenir aussi le soutien de la Commission européenne avec un fonds de compensation et évidemment le règlement définitif du conflit commercial avec les États-Unis. Le deuxième volet d'aide que nous voulons apporter concerne les prêts. Pour passer cette période particulièrement difficile, des centaines de milliers d'entreprises, près de 650 000, ont contracté des prêts garantis par l'État. Et je sais que certains vont approcher avec beaucoup d'inquiétude la première échéance de remboursement de leur capital. S'ils ont souscrit un prêt en mars 2020, ils se disent en mars 2021, il faut commencer à rembourser. Ou en mai 2020, en mai 2021, il faudra commencer à rembourser la première échéance. Nous allons donc permettre à toutes les entreprises qui le souhaitent de différer d'une année supplémentaire le remboursement de leurs prêts garantis par l'État. Si elles souhaitent le rembourser au 1er mars 2022 au lieu du 1er mars 2021, elles pourront le faire. Ce différé de remboursement d'un an supplémentaire du prêt garanti par l'État est de droit pour toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité et quelle que soit leur taille. Et je tiens vraiment à remercier la Fédération bancaire française, avec laquelle nous travaillons en parfaite intelligence depuis le début de cette crise, pour le sens des responsabilités dont elle a fait preuve et pour cette solidarité qui est la seule manière pour nous tous de sortir de cette crise économique. J'invite évidemment toutes les entreprises à contacter dès maintenant leurs banquiers, leurs agences bancaires, pour définir les modalités d'amortissement de leurs prêts en tenant compte de ce différé d'amortissement supplémentaire qui leur est accordé. Je sais également qu'au-delà des prêts garantis par l'État, d'autres prêts ont été contractés qui ne sont pas dans le champ des prêts garantis par l'État et qui sont aussi un motif d'inquiétude pour beaucoup d'entrepreneurs. À ma demande, les banques se sont donc engagées à examiner favorablement toute demande de moratoire ou de report d'échéance pour les entreprises qui sont les plus touchées par la crise sur une base personnalisée. J'invite donc là aussi toutes les entreprises qui sont en grande difficulté, qui souhaiteraient pouvoir bénéficier de ce moratoire ou ce report d'échéance sur un prêt qui n'est pas un prêt garanti par l'État, à faire la démarche auprès de leur agence bancaire. Troisième élément de soutien, les cotisations sociales. Je veux simplement confirmer que nous maintiendrons en janvier les exonérations de cotisations sociales et les aides au paiement des cotisations sociales qui ont été mises en place en décembre. L'objectif est simple, 0 charge sociale pour les entreprises qui sont fermées ou qui sont lourdement pénalisées dans les secteurs liés à l'hôtellerie, le café, la restauration, le sport, le monde de la culture ou le monde événementiel que je recevrai très prochainement car je sais qu'ils ont une inquiétude toute particulière étant donné l'absence de perspective devant eux. Enfin, le dernier point, c'est les différés d'amortissement. C'est un point qui peut paraître technique mais qui est très important pour les hôtels, pour les restaurateurs. Il sera possible de différer l'amortissement comptable
des biens qui ont été sous-utilisés en 2020 afin de soulager les comptes des entreprises et de préserver leurs fonds propres. Pour les hôtels, pour les remontées mécaniques, pour les discothèques, pour les salles de sport, pour les résidences de tourisme, pour les restaurants, ce différé d'amortissement doit être un vrai soulagement pour leur trésorerie. L'ensemble de ces mesures que nous avons prises avec le président de la République et le Premier ministre représentent un coût de 4 milliards d'euros environ par mois. C'est dire l'importance du soutien économique que nous avons apporté depuis le début de cette crise et que nous continuerons à apporter jusqu'à ce que la crise sanitaire soit derrière nous. Enfin, je voudrais terminer en signalant que, au-delà de ce soutien économique, nous voulons aussi, avec Jean Castex, préparer l'avenir économique et je voudrais insister sur les 3 enjeux stratégiques qui devront nous permettre de construire l'avenir. Le premier, c'est évidemment permettre aux Français de consommer dans l'économie française et d'investir dans l'économie française les 100 milliards d'euros qu'ils ont épargnés pendant cette crise. Cela suppose la confiance, la lisibilité de notre stratégie économique et financière et bien entendu une garantie que nous n'avons cessé de donner avec le président de la République et le Premier ministre, nous n'augmenterons pas les impôts des Français. Et nous continuerons à engager les baisses d'impôts que nous avons engagées depuis plusieurs années sur l'impôt sur les sociétés pour les entreprises, sur les impôts de production, sur l'impôt sur le revenu ou sur les taxes d'habitation. C'est un choix stratégique dont dépend la confiance économique des ménages et leur capacité à consommer ces 100 milliards d'euros. Le deuxième enjeu stratégique, comme nous l'a demandé le président de la République hier, c'est d'engager sans délai la relance. 100 milliards d'euros supplémentaires qui devront être décaissés dans les meilleurs délais. Nous y veillons avec le Premier ministre de manière quotidienne afin de nous assurer que la relance économique démarre dans les territoires. Enfin, le dernier enjeu stratégique, au-delà de la consommation, de la relance économique, c'est les fonds propres des entreprises. Ces fonds propres des entreprises sont absolument décisifs pour qu'elles investissent, qu'elles innovent, qu'elles créent de la richesse et qu'elles créent de l'emploi. Ces fonds propres reposeront largement sur la mise à disposition de prêts participatifs pour un montant d'environ 20 milliards d'euros et nous ajusterons la garantie de l'État au volume de ces prêts participatifs. Je préciserai le 28 janvier prochain les modalités de ces prêts participatifs soutenus par l'État dès que nous aurons fini la négociation avec la Commission européenne sur ce sujet. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Elisabeth Borne. Merci, Monsieur le Premier ministre. Depuis le début de la crise, le gouvernement soutient les entreprises et protège les emplois en prenant en charge la rémunération des salariés avec l'activité partielle. En novembre, ce sont près de 3 millions de salariés qui étaient en activité partielle, après avoir été près de 9 millions lors du premier confinement. Cet outil puissant a permis de préserver des centaines de milliers d'emplois en période de fermeture ou de baisse d'activité. Avec les nouvelles restrictions sanitaires, nous avons décidé de poursuivre ce soutien massif selon les modalités suivantes. Pour les entreprises qui sont totalement fermées, comme par exemple les restaurants, les salles de sport ou encore les discothèques, ou qui sont fermées partiellement, comme les commerces désormais soumis au couvre-feu à 18 h. L'État continuera de prendre en charge 100% de la rémunération versée aux salariés, et cela tant que les mesures de restriction administrative s'appliquent. Pour les entreprises des secteurs protégés, comme par exemple les hôtels ou les professionnels de l'événementiel, l'État continuera de prendre en charge 100% de la rémunération versée aux salariés jusqu'à fin février. À compter de mars, cette prise en charge à 100% sera maintenue pour ceux qui enregistrent une baisse de 80% de leur chiffre d'affaires. Pour les autres, le reste à charge pour l'employeur sera de 15%. Enfin, pour tous les autres secteurs, l'État continue de les soutenir jusqu'à fin février avec un reste à charge inchangé de 15% pour les entreprises. À compter de mars, ce reste à charge passera à 40% si les conditions sanitaires sont réunies.
J'invite par ailleurs les entreprises et les branches professionnelles qui anticipent des baisses d'activité plus durables à s'emparer du dispositif d'activité partielle de longue durée et à conclure des accords avec les représentants des salariés. Ce dispositif est plus protecteur pour les salariés et les entreprises que l'activité partielle de droit commun. Il protège l'entreprise le temps que la situation économique s'améliore. À ce jour, plus de 6 000 entreprises représentant 8 000 établissements se sont emparées de ce dispositif. Ce sont plus de 420 000 salariés qui sont ainsi protégés. La sauvegarde de l'emploi est notre priorité et reste notre priorité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Et enfin, si j'ose dire, Roselyne Bachelot. C'est pas que je me méfie des collègues. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, mesdames, messieurs, vous l'avez entendu, la situation sanitaire est extrêmement dégradée et l'apparition de variants du virus suscite beaucoup d'inquiétudes. C'est en raison de ce contexte épidémique grave que nous devons, sans joie, nous résoudre pour le moment à vivre avec des lieux culturels fermés au public, musées, monuments, cinémas, salles de spectacle, et avec un couvre-feu fixé maintenant à 18 h. Cette fermeture des lieux culturels n'est pas propre à la France. Quasiment tous les pays autour de nous, soumis à la même pression épidémique, ont pris la même décision. En Allemagne, les théâtres, les cinémas sont fermés depuis le 2 novembre dernier, les musées depuis le 15 décembre. Tous les établissements culturels sont fermés en Autriche, en Grèce, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Lituanie, en Suisse. Et la liste n'est pas exhaustive. S'il reste quelques territoires où les théâtres et cinémas restent ouverts, ils se comptent sur les doigts d'une main et l'évolution de la situation épidémique les menace. On a, par exemple, la nouvelle d'un confinement au Portugal qui jusque-là avait échappé à cette décision. Comme nous l'avons fait depuis le début de la crise, avec constance, nous continuerons à soutenir et à accompagner les acteurs culturels jusqu'à ce que les conditions économiques de fonctionnement soient restaurées. Le gouvernement n'a pas failli et ne faillira pas sur ce front. Merci, Monsieur le Premier ministre et Monsieur le ministre de l'Économie, du maintien des mesures transversales telles que vous les avez présentées. Fonds de solidarité amélioré, exonération des cotisations sociales, prêts garantis par l'État et par la ministre du Travail et de l'Emploi, Elisabeth Borne, activité partielle dont nos entreprises culturelles ont largement profité et qui vont donc continuer à en bénéficier. Nous prolongerons également, et ça c'est très important pour ce secteur, les dispositifs spécifiques qui ont été mis en place pour la culture, pour chaque secteur, qu'il s'agisse des aides aux entreprises ou aux personnes, fonds de sauvegarde, fonds d'urgence, dispositifs d'indemnisation, tout cela sera maintenu avec une attention particulière sur la préservation de l'emploi artistique et culturel et sur les artistes-auteurs. Par ailleurs, nous poursuivons notre travail d'échange et de concertation avec l'ensemble des professionnels de la culture. Cet enjeu, je le partage avec Olivier Véran, pour que nous ne soyons plus confrontés à chaque inflexion de la situation sanitaire à un choix binaire, laisser l'établissement ouvert ou fermé. C'est pourquoi, avec les professionnels, nous sommes en train de définir un modèle adaptable qui nous permette, lorsque nous serons sortis de la phase aiguë de la crise, de pouvoir rouvrir et progressivement de revenir à un fonctionnement normal. L'attente des professionnels est forte, celle des publics l'est tout autant. Enfin, je voudrais rappeler que les répétitions, les tournages, les captations sans public ainsi que l'accueil d'artistes en résidence restent toujours possibles pour les professionnels. Pour l'instant, la situation sanitaire est trop dégradée et trop instable pour envisager une date ferme de réouverture, mais je sais aussi, avec Pablo Neruda, que le printemps est inexorable. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, face à ce drame
que vit notre pays, que vit le monde depuis des mois, et qui pèse sur tant et tant d'entre nous, la priorité des priorités pour sortir de cette crise, c'est le recours à la vaccination. Et nous mettrons toutes nos forces dans la réussite de ce programme exceptionnel, dans l'ordre et dans la clarté, programme inédit de vaccination. Mais nous devons collectivement faire preuve de patience et de responsabilité, car ce n'est pas avant plusieurs mois que la vaccination pourra nous protéger de manière suffisante. D'ici là, nous devons inlassablement continuer à nous protéger contre le virus, par tous les moyens à notre disposition. L'application stricte des gestes barrières, le port du masque, le lavage des mains, le recours au dépistage, au moindre doute, et le respect des consignes d'isolement, l'amélioration de nos prises en charge médicales et le soutien à nos soignants, dont je salue encore et toujours l'engagement et la mobilisation de tous les instants. Une course de fond est engagée et je suis persuadé qu'ensemble, nous la gagnerons. Je me tiens à votre disposition avec les ministres pour répondre à vos questions. Merci. Bonsoir, Frédéric Prabonneau, France Télévisions. Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé du double intérêt du vaccin et de sa capacité à limiter la transmission. Je voulais savoir sur quelles données vous vous fondez pour affirmer ça. Et j'avais une deuxième question. Je ne pense pas avoir entendu parler de télétravail. Je voulais savoir ce qu'il en était, quelles étaient les recommandations concernant le télétravail. Merci. Allez, une autre question. On ne prend que deux par deux maintenant. Monsieur Morel. Monsieur le Premier ministre, je voulais notamment, vous avez avec la ministre de la Recherche et des Universités parlé de l'ouverture et du desserrement dans les universités. En revanche, est-ce que l'on peut considérer également que les concours et examens vont également se dérouler normalement? Est-ce que demain, vous avez annoncé une réunion avec les présidents d'université? Est-ce que c'est une réunion de concertation ou est-ce que vous allez annoncer un plan d'ouverture des universités? Concernant la vaccination, les professionnels de santé demandent à pouvoir vacciner le plus possible, notamment des retraités. Est-ce que cette vaccination seront ouvertes à l'ensemble des professionnels de santé qui sont en capacité de vacciner? Et sur la recherche, je voulais vous poser une question, Madame Vidal, également. Il y a une nouvelle agence, ANRS, maladies épidémiques ou maladies émergentes. On dit qu'elle n'a pas de financement pérenne. Est-ce que vous pouvez nous annoncer notamment qu'elle en aura et que ça ne se fera pas au détriment, vous savez que c'est très important, d'autres pathologies et en particulier évidemment du sida, VIH? Merci. Alors on va commencer par le ministre de la Santé, évidemment, parce qu'il y a des questions sur la vaccination. Ensuite, la ministre viendra. J'en profite le temps qu'il rejoigne pour vous parler d'un mot des universités, puisque vous m'avez interrogé sur les perspectives de la réunion de demain. C'est d'abord une réunion de concertation qui a pour objectif de voir comment les décisions que nous avions prises avec eux en fin d'année 2020 se déploient de manière effective. De les tester sur les annonces que j'ai faites ce soir, voir dans quelle mesure le monde de l'enseignement supérieur va s'en emparer et les mettre en place, et évidemment d'identifier éventuellement des dispositifs complémentaires. Il ne s'agit pas d'un plan de rouverture à court terme des universités, soyons clairs. Toute la situation sanitaire nous incite à la plus grande prudence. L'objectif, c'est à la fois de donner des perspectives et à court terme de vraiment voir comment on peut ramener en présentiel ceux des étudiants qui en ont absolument besoin pour des raisons pédagogiques et extra-pédagogiques. La ministre y reviendra. Monsieur le ministre. 3 points, enfin 2 points et demi pour répondre à la question que vous avez posée. Pourquoi est-ce qu'on dit que le vaccin pourrait freiner la contamination ? C'est l'une des questions que vous avez posées, le vaccin Pfizer et le vaccin Moderna. Parce que les premières observations dans certains pays dans lesquels il y a eu un certain nombre de personnes déjà vaccinées tentent à montrer, c'est les scientifiques de ces pays aussi qui le disent, qu'il y aurait moins de transmission du virus et par ailleurs des données publiées dans le cadre du vaccin Moderna, mais dont le mécanisme est le même que celui de Pfizer, tentent à montrer qu'effectivement, il y aurait une réduction des contaminations. Je mets encore évidemment des guillemets, vous me connaissez, on met des guillemets tant que tout n'est pas écrit dans le marbre de la science, mais on a des bonnes raisons d'espérer, et j'ai envie de vous dire que ça fait du bien.
Quant au fait de savoir que le variant est sensible au vaccin, ce sont les scientifiques qui nous le disent, sur une base assez simple, qui est que le vaccin cible, entre guillemets, sensibilise à une protéine qui n'est pas concernée par le variant VOC 2020 ni par le variant 501, et c'est heureux. Encore une fois, je mets des guillemets, mais là aussi, on a quand même quelques bonnes raisons d'espérer. J'en profite pour vous dire que j'ai eu les chiffres de vaccination du jour. 70 000 personnes de plus ont été protégées aujourd'hui, ce qui porte à 318 000 le nombre de personnes vaccinées. Vous voyez qu'on continue d'augmenter. Pour celles et ceux qui s'inquiétaient du rythme, le rythme est bon et il s'amplifiera encore dans les jours et semaines à venir. Enfin, pour la question de Pascal Morel sur les professionnels de santé qui peuvent vacciner, j'y ai répondu la semaine dernière. Mais je vous le confirme, tous les professionnels de santé, même d'ailleurs pour un certain nombre d'entre eux étudiants et pour un certain nombre d'entre eux retraités, peuvent être amenés à vacciner dans les centres de vaccination. Ça se passe aujourd'hui dans des centres. Lorsque nous aurons d'autres vaccins qui ne se conservent pas à moins 70, mais plus sobrement dans un frigo entre 2 et 8 degrés, eh bien nous pourrons exploiter tout le maillage français en pharmacie, en cabinets médicaux, pour développer encore plus et aller encore plus vite dans des conditions de sécurité, évidemment. Madame la ministre de la Recherche et d'Enseignement supérieur. Alors, sur la question des examens et des concours que vous avez abordés, en fait, ils sont pour certains en train de se tenir. La possibilité est donnée aux établissements de les organiser à distance ou de les organiser en présentiel. Il y a des disciplines, des matières qui se prêtent à une évaluation à distance, d'autres qui ne s'y prêtent pas. Et donc, c'est les établissements qui organisent cela. Pour ce qui concerne les examens nationaux et les concours nationaux, là, on est sur les mêmes protocoles qu'à la sortie du premier confinement, c'est-à-dire des protocoles sanitaires stricts et des examens et des concours qui se déroulent en présentiel, avec une organisation qui est prise en charge avec les établissements et notamment avec l'inspection générale, que je veux remercier une fois de plus pour cette organisation. Effectivement, l'agence ANRS Reacting a été créée. Elle a été dotée, en plus des financements de l'agence ANRS, pour un fonds de départ purement d'organisation administrative, et elle sera bénéficiaire d'un programme de recherche spécifique maladies émergentes d'un montant d'environ 50 millions d'euros que nous sommes en train de construire avec elle. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, il y aura bien un budget qui ne viendra pas empiéter sur le budget de la NRS, dont la NRS disposait précédemment. Voilà. Merci, Madame la ministre du Travail. Je n'ai pas évoqué le télétravail parce qu'en réalité, les règles par rapport à celles que nous avions décidées en fin d'année n'ont pas changé. Donc la ministre va vous les préciser ou rappeler. Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, en effet, les règles ne changent pas en matière de télétravail. Donc, vous savez que depuis fin octobre, nous avons souhaité utiliser au maximum le télétravail pour réduire les interactions, notamment sur les trajets domicile-travail et en marge du travail. Ce qui veut dire qu'un salarié dont la totalité des tâches peuvent être faites à distance doit être 100% en télétravail. Mais suite au retour que nous avons eu des salariés, des DRH, des partenaires sociaux sur les difficultés qu'éprouvent un certain nombre de salariés qui sont en télétravail, qui étaient en télétravail 5 jours sur 5 depuis le début novembre, nous avons décidé de faire évoluer le protocole national, le protocole sanitaire en entreprise à partir du 7 janvier, ce qui a été fait donc en permettant aux salariés qui étaient en télétravail à 100%, qui en expriment le besoin, de revenir une journée par semaine au maximum dans l'entreprise. Donc c'est cette règle-là qui est maintenue. Merci. Alors on poursuit sur les questions. Bonjour, Bastien Auger pour TF1 LCI. Sur la campagne de vaccination qui commence à partir de lundi, pour toutes les personnes qui ne peuvent pas se rendre à un centre de vaccination parce qu'elles sont chez elles et qu'elles ne peuvent pas se déplacer, concrètement, qu'est-ce qui va être fait pour elles? Vous parliez la semaine dernière, Monsieur le Ministre, je crois, de solutions de bus, par exemple. Est-ce que toutes les personnes de plus de 75 ans qui veulent se faire vacciner auront accès à ce type de solution? Et puis, par ailleurs, vous parliez des publics fragiles. Comment une
personne concernée saura si elle est concernée ou pas par cette première campagne de vaccination? Par exemple, est-ce que toutes les personnes diabétiques de tous les âges pourront se faire vacciner à partir de lundi prochain? Et puis une précision sur les restrictions. Il y a bientôt les vacances de février qui arrivent. Est-ce que vous envisagez de limiter les déplacements de département en département pour éviter une circulation du virus? Est-ce que vous recommandez aux Français ou est-ce que vous conseillez aux Français de réserver leurs vacances ou est-ce que vous leur demandez d'attendre? Merci. Allez, une autre question et je réponds. De l'AFP, des élus du Grand Est où le couvre-feu prévaut, où le couvre-feu à 18h prévaut depuis quelques jours, vous ont alerté ce matin sur certains effets néfastes comme l'engorgement des grandes surfaces le samedi matin, la saturation des routes, des transports entre 17h et 18h et puis aussi les conséquences psychologiques pour les gens dont le quotidien se réduit peu ou prou au travail. Comment comptez faire pour prévenir ou tout du moins atténuer ces effets-là? Une question sur la vaccination. Vous l'avez dit, près de 6,5 millions de personnes sont appelées à se faire vacciner. À quelle échéance vous espérez les avoir vaccinées? Et peut-on déduire que mécaniquement, quand ces personnes-là, parmi les plus prioritaires, sont vaccinées, des levées de restrictions progressives auront lieu? Et puis une toute petite précision sur les travailleurs frontaliers. Et, dans quelle mesure les restrictions de déplacement que vous avez annoncées auront des effets sur ces travailleurs-là, notamment avec la Suisse qui est hors UE? Merci. Alors, on prend moins de questions, mais si chacun d'entre vous en pose davantage, ça compte pas. Hein, bon, alors que le ministre de la Santé veuille bien se préparer. Je réponds en ce qui me concerne à au moins deux questions. D'abord, effectivement, j'étais dans le Grand Est avec vous, monsieur, ce matin où j'ai interrogé, enfin, en tout cas sur un département, même s'il y avait le président de région, les élus, ça servait à ça aussi. Hein. L'objectif de mon déplacement n'était pas simplement de visiter l'organisation de la vaccination là-bas, mais aussi dans un département, dans une agglomération qui a recours au couvre-feu depuis 18h, quelles étaient leurs impressions, leurs sentiments. Vous avez en toute transparence entendu avec moi qu'il y avait des avis partagés, hein, voilà, certains expliquant que la mesure était à leurs yeux plutôt efficace, d'autres étant, on va dire, moins enthousiastes. Effectivement, ils ont bien soulevé les questions que nous connaissions du reste, hein, que vous avez rappelées. Je l'ai dit, vous étiez témoin là encore, j'ai rappelé au préfet du lieu que, notamment s'agissant des personnes qui se concentrent dans certains grands centres commerciaux, le week-end ou pas d'ailleurs, mais enfin le week-end en particulier, puisque ça pourrait être l'un des effets de l'avancée de l'horaire du couvre-feu. Je dis et je rappelle, Bruno Le Maire le sait parfaitement, puisque c'est lui qui les a négociés avec eux, qu'il existe des protocoles très stricts qu'il faut à tout prix faire respecter. Voilà, dans une grande surface, on a calculé des jauges. Et il faut mettre quelqu'un à l'entrée qui compte, il y en a qui le font très bien, et quand la jauge et la densité sont atteintes, on n'entre plus, sauf si évidemment ça sort de notre côté, donc il faut que chacun s'astreigne à respecter cela pour éviter des phénomènes qui effectivement se produisent, hein, mais qui ne sont pas normaux. Voilà. Bon. Donc cet échange avec les élus, d'autres auxquels vous n'avez pas assisté, avec aussi les personnels de santé, sur leur ressenti par rapport à l'effet du couvre-feu anticipé à 18h, ont contribué à nous éclairer, ainsi qu'évidemment toutes les discussions et concertations qui avaient été conduites sous l'égide du ministre de la Santé, et qui, globalement, mais vous l'avez vu, nous ont plutôt confortés dans le sentiment qu'il était utile de généraliser cette mesure. S'agissant, autre question, mais Olivier aurait pu y répondre, mais comme on l'a vu là-bas aussi, effectivement, il y a la question des personnes de plus de 75 ans à partir de lundi ou d'âge moindre qui auraient des difficultés à se rendre dans les centres de vaccination. Ça peut arriver, même si elles ont aussi souvent une famille qui peut les aider à se déplacer. Là, c'est un problème qui est clairement identifié. Nous avons dit que les acteurs locaux, qui connaissent parfaitement ces situations,
trouvent des situations adaptées qui peuvent être, je crois que c'était évoqué par votre question, des transports. On a aussi entendu parler, je ne sais pas si on l'a dit ce matin, c'est sûr qu'on en a parlé à Tarbes samedi, enfin que les acteurs locaux nous en parlaient à Tarbes, d'équipes mobiles qui pourraient aller se déplacer au domicile des personnes concernées. Je vous le dis, je fais absolument toute confiance, sous la coordination du préfet, à l'ensemble des acteurs des territoires pour apporter les solutions les plus adaptées possibles à chaque situation. Il est trop tôt, la question m'a été posée, de dire si on va limiter les déplacements pour les vacances de février en particulier. Je ne recommande pas ce soir d'annuler les réservations, pour répondre très précisément à votre question. Nous adapterons en fonction des circonstances, mais il faut donner à une question précise une réponse claire. Et s'agissant des travailleurs frontaliers, je crois que j'ai donné la réponse. Donc nous allons avoir des discussions avec la Suisse, puisque comme vous l'avez dit, elle est hors Union européenne. Et s'agissant des travailleurs frontaliers, il y en a là où nous étions ce matin, mais avec des pays dans l'Union. J'ai dit qu'évidemment il leur faudrait un traitement spécifique ou particulier. Et donc pour ceux qui sont internes à l'Union européenne, enfin les pays concernés en tout cas, cette question sera tranchée par le Conseil européen de la semaine prochaine. Monsieur le ministre. Je crois que vous avez répondu à toutes les questions. Eh bien, vous ne pouvez pas repartir. C'est sûr? Non, mais c'est vrai, je réponds. Bon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, la liste. Olivier, la liste. Parce que ça, c'est quand même l'annonce du soir, ça ne vous a pas échappé. C'est-à-dire qu'on a considéré ce qu'avait dit la Chaise, enfin le gouvernement a décidé un peu de changer le calendrier qu'il nous avait proposé, mais une proposition, c'est une proposition, c'est nous qui disposons, de se dire effectivement que des personnes qui présentent certaines comorbidités, comme on dit, des maladies qui les rendent encore plus fragiles au virus, il n'y avait pas de raison qu'elles ne soient pas aussi prioritaires dans la vaccination. Alors maintenant, quelles sont ces pathologies? Là, il vous faut un docteur. Ça tombe bien, il y en a un. Non, effectivement, il y a plusieurs maladies qui peuvent exposer à des risques de formes graves de coronavirus. Vous en connaissez certaines, qui ont beaucoup moins d'impact d'ailleurs que l'âge, quel que soit l'état de santé. Plus on est avancé en âge, plus on a de risques de faire des formes graves. C'est ainsi. Et donc c'est la Haute Autorité de Santé et le professeur Fischer qui ont défini une liste, qu'on va dire, d'ultra vulnérables, qui va être communiquée. Je pense qu'elle va être sur le site du ministère. Elle est sur le site du ministère, me dit-on, du ministère de la Santé et des Solidarités. Et c'est important de se référer à cette liste parce qu'il faut que la personne qui présente cette comorbidité puisse ensuite aller voir son médecin qui, sur la base du diagnostic, pourra lui délivrer une ordonnance en vue d'être vacciné. Le diabète ne figure pas dans la liste, mais j'ai cité quelques pathologies ou quelques situations de vie qui peuvent exposer à des risques de formes graves. Je ne fais pas toute la liste complète. Il y a aussi les hémopathies malignes sous traitement, avec chimiothérapie, etc. Donc je ne vais pas ici la décliner dans sa totalité, mais elle est facilement identifiable. Et c'est important, il ne suffit pas d'avoir une maladie chronique pour pouvoir accéder à la vaccination la semaine prochaine. Il faut que ce soit, encore une fois, corroboré par un médecin sur la base de ces indications qui sont définies par les autorités scientifiques. Allez, un dernier jeu de questions. Vous n'en avez pas sur la culture? Monsieur le Premier ministre, bonsoir, mesdames et messieurs les ministres. Jérémy Baudot pour Europe 1. Certains de nos voisins en Europe sont dans des situations sanitaires assez alarmantes. Et vous, on ne vous sent pas très alarmiste ce soir. Vous avez évoqué la possibilité d'un reconfinement si les choses dérapaient, mais on ne vous sent pas très alarmiste. Et puis d'un point de vue économique, vous avez annoncé de nouvelles mesures très attendues. Ça ressemble à la suite du quoi qu'il en coûte. À combien est-ce que vous chiffrez ces nouvelles aides? Comment est-ce que vous les financez? Et puis avec Monsieur Le Maire, on connaît évidemment vos principes sur la rigueur budgétaire. Est-ce que vous n'avez pas des sueurs froides quand vous énoncez tous ces chiffres? Allez, une dernière question. Bonsoir, Loïc Besson, BFM TV. Sur les écoles, d'abord, on a entendu le président du conseil scientifique être très inquiet de l'arrivée de ces variants et appeler à augmenter la vigilance, notamment dans les écoles. En quoi les règles sanitaires vont être durcies? Vous avez parlé des tests, 1 million par semaine, mais concrètement, quels seront les moyens déployés pour ça? Et puis un mot sur la culture, parce qu'on n'en a pas parlé dans les questions. Est-ce qu'il y a certains types de salles, cinéma, théâtre, qui pourront rouvrir avant d'autres? Quid des musées? Et est-ce qu'il y a un critère? Quel est votre critère finalement sanitaire, une donnée qui pourrait vous permettre de décider enfin
de les rouvrir, ou est-ce qu'on peut le dire clairement, il faut attendre d'avoir vacciné le gros des Français? Merci. Bien, je demande peut-être au ministre de l'économie de se préparer. Je réponds à votre toute première question qui est effectivement importante. D'abord, je ne suis jamais alarmiste, d'accord? Je ne suis pas alarmiste, je suis vigilant, toujours, depuis le début. Comment dire, je ne crois pas avoir la réputation de mollir lorsqu'il faut prendre des décisions, d'accord? Quelle qu'en soit la difficulté, y compris politique. Je pense avoir toujours privilégié le critère sanitaire sur toute autre considération. Vous avez raison de dire que la situation en Europe est difficile, dans certains pays dramatique, vous en connaissez les raisons, je ne vais pas vous les rappeler. Donc j'essaie à la fois, nous essayons d'analyser avec l'ensemble du gouvernement et en particulier le ministre chargé de la Santé, la situation épidémique en France, actuelle et projetée. Bon. Et donc, comme je l'ai indiqué dans mon propos, nous avons des indicateurs épidémiologiques qui, à ce jour, auraient rendu sans doute excessif un reconfinement. Il faut quand même expliquer. Je ne peux pas venir vous expliquer un jour que je reconfine tout le pays sur la base de tels critères. Vous ne manqueriez pas de me faire observer que ces critères ne sont absolument pas réunis si j'avais fait l'inverse. Et donc en réalité, comme je l'ai dit ce soir, les mesures de durcissement que nous avons prises, qui sont réelles, qui certes ne vont pas jusqu'au reconfinement, elles s'expliquent par le fait que les chiffres, pour être un peu meilleurs que dans les autres pays, ne sont pas non plus exceptionnellement bons, c'est le moins qu'on puisse dire, et puis surtout pour tenir compte de cet environnement, de ces virus variants. Voilà, il faut se préparer, et ce sera le dernier élément de ma réponse. Voilà, nous suivons la situation au jour le jour. Je crois que nous avons d'ailleurs amélioré c'est normal, nous, pas que nous, le monde entier, nos outils de suivi de la crise pour être en capacité de réagir dès que possible. C'est toujours, vous savez, un dosage, un équilibre à rechercher extrêmement difficile. Voilà, ça nous amène à la question, ou ça nous ramène à la question sur l'école. C'est-à-dire que vous voyez bien que, je l'ai dit, le critère sanitaire est le premier des critères, mais il se peut qu'arriver à fermer ou à confiner, je dis devant les médecins qui sont, et aussi des conséquences sanitaires, psychologiques, etc. Donc c'est une série de paramètres que nous devons utiliser pour expliquer à nos concitoyens le fondement de nos décisions, le fait qu'elles soient difficiles à prendre, oui, ça, nous le savons depuis un moment, mais il faut qu'elles soient adaptées aux circonstances. C'est comme ça qu'elles seront le mieux comprises et, je l'espère, le mieux acceptées. D'où l'idée, ce qui me fait passer la balle à mon voisin, que ceux qui sont impactés par les mesures qu'on prend, et ne doutez pas qu'il y aura un impact de l'avancement du couvre-feu à 18h. N'en doutez pas. D'ailleurs, s'il n'y avait aucun impact, on ne le prendrait pas. Eh bien, il faut aussi qu'ils bénéficient de la solidarité nationale incarnée par l'État. Pour répondre précisément à vos questions, d'abord, combien est-ce que coûtent les mesures que nous venons d'annoncer? C'est 4 milliards d'euros par mois. L'augmentation du fonds de solidarité, les exonérations de charges, la prise en charge des coûts fixes, notamment pour les loyers. Ces 4 milliards d'euros mensuels n'incluent pas les coûts liés à l'activité partielle. C'est uniquement les coûts liés aux mesures que j'ai annoncées. Est-ce que nous avons les moyens financiers de supporter ces dépenses supplémentaires? La réponse est oui, parce que nous avons été prévoyants, nous avons à la fois dégagé des moyens supplémentaires pour 2021, et nous aurons aussi, j'aurai l'occasion de le préciser la semaine prochaine avec le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt, le report de dépenses qui n'ont pas été effectuées en 2020. Prenez l'exemple du confinement en novembre, nous avons perdu 12% d'activité, là où nous avions perdu 30% d'activité au premier confinement. Donc nous avons des reports de dépenses qui n'ont pas été effectuées parce que l'impact du deuxième confinement sur l'activité économique a été moins fort que celui du premier, alors même que nous avions prévu un impact aussi fort. Troisième question,
Est-ce que c'est le bon choix stratégique? Je vais vous répéter ce que nous répétons avec le Premier ministre et le Président de la République depuis le début. D'abord, c'est le choix qu'ont fait tous les États européens, et c'est un choix de justice et de raison. De justice parce qu'aucun de ces restaurateurs, de ces bars, de ces hôtels, de ces salles de sport, de ces salles de spectacle ou de culture n'a demandé à fermer. Ils sont victimes des règles sanitaires. Donc il est juste que nous les soutenions. Est-ce que c'est le bon choix économique? Oui, parce que nous protégeons des compétences et nous protégeons des entreprises, et cela garantit ensuite la relance économique la plus rapide possible. Si vous voulez relancer l'économie mais qu'il n'y a plus d'entreprises et qu'il n'y a plus de salariés pour faire tourner les entreprises, bien vous n'allez pas aller très loin. Enfin, quatrième question, est-ce que cette augmentation de la dette publique liée à ces dépenses supplémentaires devra être remboursée? La réponse est oui, je le redis. Tous ceux qui prétendent qu'on ne rembourse pas sa dette tiennent des propos qui sont irresponsables. Il faudra rembourser cette dette. Il faudra le faire le moment venu, c'est-à-dire une fois que la crise sanitaire sera derrière nous. Le faire avant, ce serait risquer de tuer dans l'œuf la reprise, et sur la base d'une stratégie que je proposerai au Premier ministre et au Président de la République, en tenant le plus grand compte des recommandations de la commission que le Premier ministre a mis en place et qui est présidée par Jean Arthuis. Merci. J'invite le ministre de l'Éducation nationale à venir. Pendant qu'il arrive, je me permets d'ajouter deux choses, compte tenu de la réponse précise du ministre de l'Économie. Enfin, je sais que vous en êtes convaincu, mais si on ne faisait pas tout cela, combien de drames humains? Combien de drames humains? Quel coût économique aussi? Quel coût économique? On va payer. Tous ces gens-là seraient au chômage, dans des situations dramatiques. Donc ça a un coût. Donc je pense que c'est un choix qui nous honore. C'est un choix qui nous honore. Voilà. Et deuxième chose que je voulais vous dire par rapport à votre question, c'est que je parlais d'équilibre. On va dire que on peut être certainement pas alarmiste, très vigilant, très inquiet, mais on peut dire aussi en toute lucidité que ce deuxième confinement, finalement, il a produit des résultats sanitaires dont l'ensemble des commentateurs considèrent qu'ils sont plutôt satisfaisants au sein de l'Union européenne et par rapport à nos voisins, sans, comme Bruno Le Maire l'a rappelé, faire s'effondrer complètement l'économie. Elle s'est même moins effondrée que nous ne l'aurions prévu. Du coup, elle coûtera moins aux finances publiques par rapport à votre question, ce deuxième confinement, que nous ne l'avions anticipé et budgété. Et donc, ça nous redonne un peu de marge pour faire face au suivant. Donc ça veut dire que tout ça a été très difficile. Je pense à tous ces commerçants qu'on a fermés, les acteurs de la culture, on va y revenir, etc. Tout ça est dramatique, mais on avait là aussi trouvé un équilibre entre les impératifs sanitaires qui sont toujours en premier et aussi le maintien de l'activité économique et sociale. L'autre priorité, je le martèle, hein, l'école, l'éducation. L'école et l'éducation. Et là aussi, en termes relatifs, Monsieur le ministre, nous tenons le choc. Mais il faut être, là aussi, vigilant. Vous avez parfaitement raison, monsieur. Bien sûr, sur l'école, ce que l'on peut dire d'abord, c'est que au moment du départ en vacances de Noël, on avait un taux que l'on avait calculé sur les lycées qui était de 0,3%, sur la base justement des campagnes de tests que nous avons fait en décembre. Ce taux nous permettait de dire que l'épidémie était sous contrôle, si on peut dire, dans le milieu scolaire. C'est vrai que depuis lors, l'élément nouveau, c'est le variant anglais et les craintes que l'on a dans l'ensemble de la société comme dans le milieu scolaire sur ce que cela pourrait signifier en termes de contagiosité. Depuis, c'est-à-dire depuis le retour des vacances de Noël, nous regardons évidemment, comme nous le faisions avant, jour par jour, les contaminations qui existent dans le milieu scolaire. Ce que nous observons, c'est une courbe qui ressemble exactement à la courbe que nous avions au retour des vacances de la Toussaint. Cette courbe donc est une courbe qui est un peu comme une cloche. Alors on est au sommet de la cloche actuellement, c'est-à-dire autour de 2000 à 3000 contaminations déclarées par jour. Je rappelle que ce chiffre est forcément sous-estimé par rapport aux données réelles, hein, puisque nous avons deux courbes. La courbe des déclarations tous les jours de contamination, et puis la courbe de Santé publique France, qui est ce que les administrations de la santé peuvent recueillir grâce aux données personnelles sur la santé. Et l'intérêt, c'est de voir ces deux courbes qui suivent une tendance parallèle. Le fait que ça augmente peu de temps après les vacances nous indique surtout que c'est pendant les vacances que des contaminations ont eu lieu chez les enfants.
Ce qui, au passage, souligne que lorsqu'on dit que les enfants ne devraient pas être à l'école, ça veut dire qu'on les met ailleurs, et quand dans cet ailleurs, très souvent, ils se contaminent davantage. Rappelons-le aussi, évidemment, c'est un argument supplémentaire pour ne pas fermer les écoles. L'argument principal étant évidemment celui dit par le Premier ministre, c'est-à-dire que l'éducation, c'est pas une variable d'ajustement, l'éducation, c'est pas quelque chose de marginal, l'éducation, c'est fondamental pour chaque enfant de France et du monde d'ailleurs. Donc, cette courbe, nous la suivons évidemment de manière quotidienne, et bien entendu, si elle devait monter très haut, elle nous amènerait à prendre des mesures plus restrictives encore. Mais pour l'instant, nous considérons qu'on est sur des chiffres qui sont finalement comparables à ce que nous avions pendant la première quinzaine du mois de novembre. Ensuite, est-ce que les mesures, et c'est la deuxième partie de vos questions, sont adaptées à cette situation? Au fond, nous avons des points de fragilité dans la vie quotidienne de nos élèves. Premier point de fragilité, c'est la cantine, évidemment. C'est évident. Et évidemment, la solution de facilité, ce serait fermer les cantines. Mais là aussi, nous aurions des inconvénients qui seraient probablement supérieurs aux avantages. Rappelons que lorsqu'on était en confinement en mars-avril et qu'il y a eu le retour au mois de mai, il y avait des pétitions parfois pour ouvrir les cantines, même sans ouvrir les écoles. Tant les inconvénients sociaux, éducatifs même, et tout simplement en termes d'alimentation quotidienne des enfants, posaient des problèmes du fait de cette fermeture. Donc la cantine, c'est important aussi, ça ne se sacrifie pas comme ça. Et donc les mesures qu'on nous prenons sont simplement des mesures d'encadrement plus rigoureuses de la cantine. Parfois, cela peut aller dans certains endroits jusqu'à la fermeture de la cantine, quand on n'arrive pas à remplir ces conditions strictes. C'est un sujet de dialogue quotidien avec les collectivités locales qui sont en responsabilité sur ce point. Les autres mesures que nous prenons sont des mesures qui sont faites pour toujours plus limiter les brassages. C'est le cas notamment de l'hybridation en lycée et beaucoup plus rarement en collège. Et puis l'autre mesure, évidemment, c'est en matière d'éducation physique et sportive. On sait là aussi, c'est parfaitement démontré, que l'activité de manger d'une part, l'activité de souffler d'autre part et d'enlever son masque tout simplement conduisent éventuellement à des contaminations. C'est évidemment la mort dans l'âme que nous supprimons cette activité. J'ai utilisé le mot suspendre parce qu'encore une fois, nous avons des protocoles sanitaires stricts sport par sport, domaine par domaine. Et j'espère bien qu'on pourra réouvrir parce que là aussi, l'activité physique des enfants, ça n'est pas négligeable. Je fais confiance aussi à la créativité de tous. Les activités physiques de plein air restent possibles, bien entendu. Espérons que la météo permettra qu'elle soit effective. Et en tout cas, c'est dans ce sens que nous travaillons. Merci beaucoup. Je vous propose, pour répondre à la dernière question, Madame la ministre de la Culture. Non, on ne prend plus de questions, c'est la dernière réponse. Monsieur le Premier ministre, pour répondre et donner de la visibilité, il faut tenir compte du fait... Il faut tenir compte du fait que la situation sanitaire, la donne sanitaire a profondément changé avec l'apparition des variants et de leur pouvoir de contamination changé et accéléré tel que l'a décrit Olivier Véran. Nous travaillons donc dans deux directions. D'abord, nous avons renforcé nos liens avec le ministère de la Santé pour approfondir et solidifier nos connaissances sur tous ces sujets. Nous avons des groupes de travail, un groupe de travail en commun avec Olivier Véran pour regarder l'impact de la contamination, décontamination dans les lieux de culture. Nous regardons également dans ce cadre, avec beaucoup d'attention, des expérimentations qui sont menées. Je pense à l'expérimentation de Barcelone, par exemple, ou de Leipzig. Et nous avons deux organisations qui vont mener des expérimentations. Le syndicat des musiques actuelles avec l'INSERM et le PRODIS avec l'assistance publique Hôpitaux de Paris pour regarder ce qui se passe dans les lieux de culture avec cette nouvelle donne sanitaire qui est la nôtre. On voit que les conditions qui ont été posées dans ces expérimentations sont des conditions extrêmement strictes, comme par exemple l'obligation par un test PCR de conditionner ainsi l'entrée dans les salles de spectacle, ou également les questions de ventilation, de température, de port d'un masque FFP2 et de conditions de sécurité extrêmement fortes qui posent un certain nombre de problèmes de généralisation au secteur. C'est donc le deuxième axe
qui est le nôtre dans les lieux de culture, c'est de travailler avec les acteurs de la culture à un modèle résilient. Nous avons d'ailleurs commencé ce travail dès avant Noël sous votre égide, Monsieur le Premier ministre. Je dois dire que le monde de la culture est extrêmement facilitateur dans ce domaine et prêt à accepter des conditions très très strictes au niveau des jauges, au niveau des distances, au niveau des conditions d'antisepsie. Et effectivement, je souhaite aussi se développer dans le cadre de la procédure Tous Anti-Covid, et aussi avec des QR codes qui permettraient, s'il y avait une contamination, de retrouver à proximité les gens qui pourraient être contaminés. Donc, nous travaillons donc dans ces deux directions, la recherche scientifique, la solidification des données scientifiques pour garantir la sécurité des personnes et de nouvelles conditions de fréquentation des salles. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, un calendrier glissant pourrait être fait dans ce domaine qui pourrait permettre une réouverture échelonnée des lieux de culture en fonction des données scientifiques spécifiques à chacun de ces lieux de culture. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée à toutes et à tous.